Une loi de seulement quelques lignes a secoué le monde de la finance mondiale. En quelques heures, les marchés ont vu s'effondrer la distance entre le profit et la responsabilité. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, a osé transformer la géographie du capitalisme. Désormais, toute entreprise qui gagne sur sa terre doit y vivre. Mais que se passe-t-il quand un pays du Sahel force les puissants à respirer la même poussière que ceux qui créent leur richesse? Ce qui semblait n'être qu'une réforme administrative est en réalité une secousse politique et morale. Le décret d'Ibrahim Traoré promet de redessiner la carte du pouvoir économique africain, faire coïncider la richesse produite et la responsabilité vécue. Derrière cette exigence se cache un enjeu colossal. Si les entreprises doivent vivre là où elles gagnent, alors le profit ne pourra plus voyager sans conscience. Pour le Burkina Faso, c'est une question de souveraineté. Pour le monde, une expérience de justice appliquée à l'économie. Mais cette audace soulève un risque. Et si, en cherchant à rapprocher le capital du peuple, on déclenchait une réaction en chaîne que nul ne peut encore mesurer? Le chiffre a surpris même les analystes les plus prudents. En moins de 3 mois, plus de 62 sièges d'entreprises étrangères ont commencé à être transférés vers Ouagadougou. C'est la preuve tangible que la loi d'Ibrahim Traoré n'est pas un simple symbole, mais un levier réel de souveraineté. Avant cette réforme, à peine 9% des revenus miniers restaient au Burkina Faso. Le reste s'évaporait dans les bilans de Genève ou de Dubaï. Aujourd'hui, les signatures ne se font plus à distance. Elles se font sur le sol même d'où provient la richesse. Chaque bâtiment construit, chaque bureau ouvert dans la capitale est devenu un acte de présence, et donc un acte politique. Ce bouleversement n'est pas né d'un hasard. Depuis des décennies, l'Afrique a vécu une économie hors sol, les décisions prises à 6000 km des mines, des champs ou des villages. Les contrats s'écrivaient ailleurs. La poussière, elle, restait ici. Ibrahim Traoré a simplement posé une question interdite. Comment une nation peut-elle être libre si son économie habite ailleurs? Et cette question murmurée dans le Sahel résonne désormais jusque dans les salles de conseil de Londres et de New York. Le marché, d'abord silencieux, a tremblé. Les investisseurs hésitent, les conseillers quittent discrètement le pays, mais les jeunes ingénieurs y voient une renaissance. Car pour eux que cette loi n'est pas une barrière, c'est un miroir. Un rappel que la souveraineté ne se proclame pas, elle s'organise, se construit, se matérialise dans des adresses réelles, dans des bureaux où l'on parle la langue du pays. Ce premier révélateur transforme une mesure technique en déclaration existentielle. Le Burkina Faso ne veut pas expulser la richesse, il veut lui redonner une adresse nationale. Au cœur de cette transformation, un visage revient sans cesse, celui d'Ibrahim Traoré, casque sable, regard fixe, posture calme. Sous sa direction, la réforme n'a pas été lancée depuis un bureau ministériel, mais depuis un chantier. Il voulait que les investisseurs voient ce que les chiffres oublient. La chaleur, la poussière, la dignité. Le premier siège, bâti selon la nouvelle loi, fut celui d'une compagnie minière autrefois basée à Paris. En quelques semaines, ces cadres ont quitté les tours de verre pour s'installer dans un bâtiment de briques rouges au bord de la route de Bobo Dioulasso. Les habitants regardaient Bavanquin Tinit Sakate, d'abord méfiants, puis intrigués, car pour la première fois, les décisions qui touchaient leurs terres allaient de guetter se prendre à quelques mètres, non à des milliers de kilomètres. Le changement, bien que discret, s'est propagé vite. Des étudiants en économie ont commencé à fréquenter les nouveaux bureaux. Des architectes burkinabés ont été sollicités pour adapter les plans. Et des commerçants locaux ont trouvé dans ce flux d'étrangers de nouveaux clients, de nouvelles conversations. Ce qui semblait utopique est devenu tangible. La proximité crée la responsabilité. Loin des slogans, c'est dans la poussière de Ouagadougou que l'économie a retrouvé un visage humain. Et dans ce miroir, le monde commence à entrevoir une idée simple. La richesse n'a de valeur que lorsqu'elle partage la même adresse que ceux qui la produisent. Tout a commencé un matin brûlant de juillet, lorsque le décret présidentiel d'Ibrahim Traoré fut publié dans le journal officiel. En quelques heures, la nouvelle a traversé l'Afrique de l'Ouest, déclenchant un séisme diplomatique et économique. Les ambassades occidentales,
cherchait à comprendre comment un pays de 20 millions d'habitants pouvait oser redéfinir les règles du capital mondial. Mais à Ouagadougou, le ton était tout autre. Les rues vibraient d'un sentiment d'affirmation, presque de libération. Tout commença par un choc. Les marchés financiers ont réagi par la peur. Plusieurs entreprises minières ont gelé leurs investissements, menaçant de retirer plus d'1 milliard de dollars. Les chaînes d'information parlaient d'isolement du Burkina Faso. Traoré, lui, gardait le silence, convaincu que l'orage médiatique passerait plus vite qu'on ne le croyait. Puis vint la riposte. Dès la 2e semaine, son gouvernement annonça un plan d'accompagnement, des incitations fiscales pour les sociétés qui s'enregistraient localement, une procédure de création simplifiée ramenée à moins de 10 jours, et un programme d'infrastructure de 500 millions USD pour moderniser routes, fibres et énergie. Ces mesures ont inversé la narration. De la défiance naquit l'opportunité. Des dirigeants africains saluaient la démarche. Des économistes les parlaient d'un prototype de souveraineté économique. Un basculement s'opéra. En septembre, les premiers chantiers de sièges sociaux sortirent de terre. Les images de grues et de briques burkinabées firent le tour des réseaux africains. Nous construisons notre avenir, disait une banderole à l'entrée d'un site. Les médias étrangers, d'abord moqueurs, commencèrent à publier des tribunes prudentes. Et si cette audace fonctionnait, les répercussions humaines furent profondes. Dans les quartiers autour des chantiers, les cafés ne désemplissaient plus. Des menuisiers recevaient 3 commandes par jour au lieu d'1 par semaine. Des jeunes ingénieurs formés à l'université de Ouagadougou signaient leur premier contrat stable. Chaque immeuble devenait une école d'espoir, chaque paix locale une réécriture du lien entre richesse et territoire. Enfin arriva la reconnaissance. Quand Ibrahim Traoré visita le premier siège terminé, un bâtiment à l'architecture sahélienne moderne, il résuma tout en une phrase « Nous ne chassons personne, nous ramenons la richesse chez elle ». Cette journée marqua le point d'équilibre. L'idéalisme cédait la place à une pratique durable. Désormais, la souveraineté burkinabé n'était plus un discours, c'était une adresse fiscale, une facture, une brique. Et ce fil des événements, de la peur initiale à la fierté collective, prouva que l'Afrique n'avait pas besoin d'attendre l'autorisation d'exister économiquement. Le monde observait, et dans ce silence émergeait une question. Si un pays du Sahel peut forcer le capital à revenir sur sa terre, combien de temps faudra-t-il avant que d'autres nations osent en faire autant ? Derrière la symbolique et la ferveur populaire, Ibrahim Traoré a veillé à ce que la révolution soit aussi quantifiable. Les premiers rapports du ministère des Finances, publiés après 6 mois d'application de la loi, dressent un tableau inédit. Le taux de rétention du capital national est passé de 9% à 23%. Plus de 12 000 emplois directs et indirects ont été créés dans le seul secteur du bâtiment. Les recettes fiscales liées aux sièges nouvellement enregistrés ont augmenté de 38%. Ces chiffres, modestes à l'échelle mondiale, traduisent pourtant une bascule majeure. Pour la première fois, la richesse produite sur le sol burkinabé circule à l'intérieur du pays. La donnée économique devient ici le reflet d'une philosophie. Ce que l'on gagne doit nourrir ce que l'on voit. Chaque statistique raconte une histoire. Le 23%, c'est la somme des salaires dépensés localement. Les 12 000 emplois, ce sont autant de familles qui n'attendent plus l'aide extérieure. Le 38%, c'est la preuve que la fiscalité peut devenir instrument d'indépendance plutôt que d'obéissance. Ibrahim Traoré n'a cessé de répéter que les chiffres ne valent rien sans regard humain. C'est pourquoi son gouvernement a rendu public les audits de 10 entreprises, désormais tenues de présenter leur bilan à Ouagadougou même. Cette transparence nouvelle a transformé le contrôle étatique en exercice de pédagogie nationale. Des universités diffusent désormais les tableaux comptables en ligne pour enseigner comment une politique peut se mesurer. Mais la portée de ces données dépasse les frontières. Au Sénégal, au Ghana, au Kenya, les observateurs comparent leurs propres flux financiers à ceux du Burkina Faso et découvrent la même fracture, des milliards d'actifs échappant à tout retour concret. L'expérience burkinabé, même imparfaite, devient un laboratoire continental, car au-delà des taux, c'est une équation morale que Traoré propose.
présence et responsabilité. Une formule simple, mais explosive, qui transforme la géographie du profit en carte du devoir. Et dans ce nouvel ordre de calcul, la croissance ne se mesure plus en PIB, mais en proximité entre décideurs et citoyens. Le chiffre, autrefois froid, devient brûlant. Il porte le témoignage d'une révolution économique qui avance non par slogan, mais par addition vérifiable. Ainsi, quand un audit révèle que 45% des dépenses de maintenance sont désormais confiées à des PME locales, ce n'est pas qu'une ligne de budget, c'est un symbole que la souveraineté peut être comptabilisée. Les détracteurs n'ont pas tardé. Dans les colonnes de plusieurs journaux occidentaux, des économistes ont dénoncé une politique risquée, accusant Ibrahim Traoré de compromettre la stabilité des investissements étrangers. Ils pointaient le manque d'infrastructures, la lenteur administrative, l'insuffisance d'ingénieurs, bref, tout ce qu'un modèle globalisé juge nécessaire avant d'agir. Mais la réponse du Burkina Faso a été mesurée, presque clinique. Le gouvernement a publié un rapport comparatif entre les flux entrants avant et après la loi. Résultat, les retraits d'investissement n'ont concerné que 3% des sociétés actives, tandis que 27% ont choisi de régulariser leur présence juridique. Là où certains voyaient l'exode du capital, d'autres ont constaté l'arrivée d'un nouveau type d'entrepreneur, celui qui préfère s'enraciner plutôt que spéculer. Les critiques affirment aussi que la proximité n'assure pas la prospérité. Ibrahim Traoré réplique « La distance, elle, a toujours garanti l'injustice ». Cette phrase, reprise des dizaines de fois sur les ondes africaines, résume la philosophie du projet, ne plus confondre croissance et dépendance. Certes, les défis persistent, coupures d'électricité, routes endommagées, lenteur numérique. Mais le pays parie sur l'apprentissage par la pratique. Chaque siège bâti devient un incubateur, chaque chantier une école. Des entreprises étrangères, notamment en ingénierie civile, forment désormais des équipes locales à la maintenance des bâtiments qu'elles ont elles-mêmes construits. Face aux arguments de réalisme économique, Traoré oppose un réalisme humain. Il ne promet pas des chiffres infinis, mais des liens vérifiables. Et pour la première fois, le mot investisseur n'évoque plus un visage lointain, mais un voisin. C'est là que réside la force tranquille du modèle burkinabé. Il ne s'agit pas de punir l'étranger, mais de domestiquer l'absence. Et si la souveraineté ne consistait pas à fermer les frontières, mais à ouvrir des portes réelles là où il n'y avait jusque-là que des adresses postales, la présence change tout. Cette phrase, courte comme un verdict, ouvre la seconde moitié du récit. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la loi sur la résidence des entreprises s'est transformée en laboratoire de société. Les architectes parlent de pas géométrie politique. Chaque immeuble construit devient un symbole d'équité. Les économistes, eux, observent un phénomène inattendu. La circulation interne du capital a multiplié par 2,3 la consommation locale dans les zones proches des nouveaux sièges. Mais le vrai tournant se joue ailleurs. Dans la perception. Pour la première fois depuis l'indépendance, les jeunes burkinabés n'associent plus succès à exil. Le rêve d'avenir c'est plus de partir, mais de bâtir ici. Et ce glissement, presque invisible, constitue le point de bascule le plus profond. L'économie ne se mesure plus seulement en dollars, mais en fierté collective. C'est à ce moment précis que le monde réalise que le Burkina Faso ne cherche pas la provocation, mais le précédent. Un précédent capable de redéfinir ce que faire des affaires signifie sur un continent longtemps dépossédé de lui-même. Les effets de la réforme se lisent aujourd'hui dans la vie quotidienne bien plus que dans les statistiques. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a vu naître une économie à visage humain, où les profits ne quittent plus les routes poussiéreuses du Sahel avant d'avoir nourri ceux qui les ont rendues possibles. Pour les travailleurs, c'est une révolution silencieuse. Les contrats à durée déterminée, rares auparavant, se sont multipliés. Plus de 18 000 nouveaux postes techniques en un an, des apprentis devenus chefs d'équipe. Les ouvriers, pour la première fois, travaillent dans des bâtiments dont ils connaissent les plans et les propriétaires.
Cette visibilité transforme leur rapport au travail. La confiance remplace la résignation. Pour les entreprises locales, l'impact est tout aussi décisif. Des coopératives de ciment, d'électricité ou de menuiserie ont décroché des marchés jadis réservés à des sous-traitants européens. Chaque contrat signé à Ouagadougou garde l'argent dans le circuit national. La valeur ne fuit plus, elle circule. L'économie respire. Pour les institutions, le changement est structurel. Le Trésor public suit désormais en temps réel les flux des grandes compagnies. Les données fiscales ne transitent plus par des serveurs étrangers. Les audits environnementaux sont effectués sur place, en présence des communautés riveraines. La souveraineté cesse d'être un mot, elle devient un protocole administratif. Pour la société, enfin, c'est un bouleversement psychologique. Les jeunes universitaires, longtemps fascinés par les métropoles étrangères, se réapproprient leur horizon. Les écoles d'architecture et d'ingénierie de Ouagadougou affichent en passant des taux d'inscription records. Les artistes peignent sur les murs des slogans simples « Nous bâtissons ce que nous croyons ». À travers tout cela, Ibrahim Traoré ne cherche pas à dresser un mur entre le Burkina Faso et le monde, mais à construire un pont plus juste entre la richesse et son origine. Et dans cette jonction nouvelle, 4 vérités s'imposent. La transparence attire la confiance, la proximité crée la responsabilité, la dignité nourrit la productivité, et la souveraineté devient un moteur, non une barrière. Ainsi, l'expérience burkinabé dépasse le cadre national. Elle offre au continent une démonstration concrète. Le pouvoir économique naît du lieu où l'on décide. Et cette vérité, une fois visible, ne pourra plus être effacée des cartes. À Ouagadougou, les analystes appellent cela la zone d'incertitude fertile. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso avance entre risques et promesses, et 3 chemins possibles se dessinent à l'horizon. Dans le scénario de base, la consolidation. Les entreprises déjà installées achèvent leur siège, les premières statistiques fiscales se stabilisent et le pays atteint une croissance d'environ 4,2%. La loi devient norme et le monde s'habitue à ce nouvel acteur africain capable de combiner fierté et pragmatisme. Les institutions régionales, notamment l'UEMOA, s'inspirent du modèle pour renforcer leur propre législation de présence économique réelle. Un effet domino se mit en marche. Ghana, Nigeria et Kenya suivent la voie burkinabé, adoptant des versions locales de la loi Présence égale responsabilité. Les flux d'investissement se redéploient à l'intérieur du continent et une plateforme panafricaine d'entreprises enracinées voit le jour. Dans ce cadre, le Burkina Faso deviendrait pionnier, hôte de la première conférence sur la souveraineté économique appliquée, transformant sa capitale en lieu de débat et d'innovation législative. La croissance pourrait alors dépasser 6%, portée par un afflux régional de projets de conjoints. Mais la résistance du vieux monde ne tarda pas. Certains investisseurs étrangers se retirent, des campagnes médiatiques dissuasives s'intensifient, et les infrastructures peinent à suivre. La jeune administration burkinabé doit alors affronter la lenteur bureaucratique, la pression financière et les sabotages invisibles des anciens circuits d'influence. Mais même dans ce cas, une vérité demeure. Le modèle a ouvert une brèche que plus rien ne refermera. Ibrahim Traoré le répète souvent. La souveraineté n'est pas un point d'arrivée, c'est un itinéraire collectif. Et si l'on devait résumer ces 3 scénarios, un principe les relie. Le futur ne dépend plus de la tolérance du monde. Il dépend de la persistance du Burkina Faso à faire vivre son idée, celle que la dignité peut devenir une politique économique. Depuis le début de cette aventure politique, Ibrahim Traoré parle peu, mais chacun de ses mots semble peser pour éveiller plutôt que pour convaincre. Lors d'une visite à l'université de Ouagadougou, il a résumé sa vision en une phrase. « Nous ne voulons pas que le monde nous admire, nous voulons qu'il nous comprenne. » Cette phrase a touché une corde sensible, car au-delà des chiffres et des bâtiments, ce qui change au Burkina Faso, c'est la manière dont les gens se perçoivent eux-mêmes. Les commerçants des marchés se sentent partie prenante d'un projet national. Les étudiants discutent de politique économique comme d'un sujet personnel. Les familles
dans les quartiers modestes, parlent de leur loi comme si elle appartenait à chacun. Pour la diaspora africaine, cette transformation agit comme un miroir. Elle rappelle que le retour ne passe pas toujours par un billet d'avion, mais par un engagement de pensée. De Dakar à Montréal, de Paris à Abidjan, on partage la même émotion, celle de voir, pour la première fois depuis longtemps, un pays africain imposer le respect non pas par la force, mais par la cohérence. Cette cohérence, Ibrahim Traoré la cultive avec une sobriété rare. Il ne promet pas la richesse immédiate, mais la dignité durable. Et dans un monde saturé de slogans, cette promesse patiente devient un message universel. Le vrai progrès, c'est de faire en sorte que la prospérité et la fierté puissent enfin parler la même langue. Le Burkina Faso n'avance pas à l'aveugle. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, une feuille de route en 5 étapes a été dessinée pour transformer l'audace politique en structure durable. D'abord, il fallut institutionnaliser la transparence. Chaque société enregistrée doit soumettre ses bilans à un portail national public. Des universités locales y participent pour vérifier et enseigner les standards comptables. Ensuite, le pays entreprit de moderniser ses infrastructures. Le plan Sahel Connect prévoit 2000 km de fibres optiques et l'électrification solaire de 60% des zones industrielles d'ici 2 ans. L'objectif, rendre viable la présence réelle des sièges installés. Puis vint le moment de former sur place. Des écoles techniques et numériques ont été ouvertes à Bobo-Dioulasso et Fada Ngourma, accueillant déjà 5000 apprentis. Le principe est clair, bâtir les compétences là où la richesse circule. Par la suite, et on chercha à favoriser les partenariats africains. Un guichet unique, hébergé à Ouagadougou, permet à des investisseurs du continent de cofinancer les nouveaux sièges, évitant ainsi la dépendance aux capitaux occidentaux. Enfin, il fallut mesurer l'impact social. Les bénéfices des entreprises sont désormais évalués non seulement en profit, mais en emplois créés, en énergie verte consommée et en formation dispensée. Ibrahim Traoré appelle cela la souveraineté opérationnelle. Ce n'est pas la loi qui fait la liberté, c'est la méthode qui la maintient. En reliant politique, économie et éducation, le pays tente de prouver qu'un modèle africain de gouvernance économique peut exister, mesurable, perfectible, mais surtout fidèle à son sol. Au crépuscule de Ouagadougou, les nouvelles tours dressées dans la lumière du Sahel ressemblent à des promesses tenues. On y voit des ouvriers rentrés, poussiéreux mais fiers, des étudiants croisés des cadres venus de loin, tous partageant la même rue, la même chaleur, la même idée. Le pays leur appartient à nouveau. Ibrahim Traoré, lors de l'inauguration du dernier siège, a simplement posé la main sur un mur de briques et dit « Chaque pierre ici porte la preuve qu'on peut construire la liberté ». Cette phrase a traversé le pays comme un écho intime. Car derrière la loi, derrière les chiffres, il y a un sentiment devenu visible, celui d'une nation qui s'est réconciliée avec sa propre force. Ce que le Burkina Faso bâtit aujourd'hui n'est pas qu'une économie, c'est une mémoire en mouvement, une dignité rendue tangible. Et à mesure que le vent du soir soulève la poussière dorée du Sahel, une vérité demeure. Le courage d'habiter ce que l'on crée peut transformer même la terre, la plus aride, en horizon d'espoir. Ce qui se passe au Burkina Faso dépasse les cartes et les statistiques. Sous Ibrahim Traoré, un peuple entier redécouvre la signification d'un mot trop souvent galvaudé, appartenance. Ce pays, longtemps décrit comme périphérique, est en train de prouver qu'il existe un autre centre, celui où le courage devient politique. Mais la question reste ouverte, pour chacun de nous, et si la véritable modernité n'était pas d'aller plus vite, mais de rester plus proche? Si la souveraineté ne se mesurait pas en frontières, mais en présence? Le Burkina Faso a choisi de commencer, imparfaitement mais résolument. Et dans ce geste, il invite le reste du monde à réfléchir. Comment, dans nos propres villes, nos propres économies, pouvons-nous faire coïncider richesse et responsabilité? Parce que la dignité, comme la lumière du Sahel, ne s'impose pas, elle se partage. Et c'est peut-être là, dans cette humilité active, que se trouve la plus belle leçon de cette révolution tranquille.